Bienvenue pour ce nouvel épisode de PaniniCast, donc le podcast de Panini, où on se retrouve donc 2 fois par mois avec Émile pour vous parler des sorties, des personnages, des auteurs, voilà, on fait des coups de projecteur, etc., etc. Donc moi, Aurélien, je suis le community manager de Panini Comics, tandis que Émile est une espèce de couteau suisse formidable, hein, une personne en plus adorable, mais il est également chef des ventes chez Panini. Tu sais que c'est pas moi qui décide de ton augmentation, hein. Ah, alors, on refait cette intro. 1, 2, 1, 2. Donc, et pour ce numéro du mois de juin, on va vous parler donc des sorties estivales, de quoi commencer à impacter pour vos vacances, si vous en avez, j'espère que vous en avez. Et du coup, pour commencer sur vraiment une ambiance estivale, de la joie, de la bonne humeur, du soleil, parlons du Diurnambule, parlons de Blade. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler des vampires, à savoir une race qui a un point commun avec moi, c'est qu'ils ne supportent pas le soleil. Avec beaucoup de lecteurs de comics d'ailleurs, je pense aussi. Mais donc, la nouvelle série Blade qui a commencé aux États-Unis et qui continue encore. Et on en parlera aussi, qui va être impacté par un des gros événements de Marvel qui s'appelle Blood Hunt. Donc, Blade, c'est une série qui est signée par Brian Edward Hill, qu'on va retrouver bientôt sur Ultimate Black Panther, en français. Et aussi servi par les dessins de la formidable Elena Casagrande, que vous avez sûrement pu découvrir grâce à son formidable travail sur la série Black Widow. C'était trop beau! Ah oui, disons qu'elle a pris un peu toutes les pages fofolles du Hawkeye de David Hara, elle a dit « Ok, moi aussi je peux faire ça !» Et donc dans chaque épisode, vous aviez une masterclass de dessin de combat qui était trop bien, bref. Et donc elle est aussi assistée pour certains numéros par la dessinatrice Valentina Pinti. Blade, donc ça raconte quoi ? Alors Blade, comme vous avez peut-être déjà pu voir au cinéma, raconte en fait l'histoire d'un être qui est mi-humain, mi-vampire, et qui chasse les vampires. Dans ce récit-là, on va retrouver Blade aux prises avec un être quasiment divin, on va dire, un énorme démon qui va le manipuler et qui va le pousser à le libérer. Et donc on va suivre Blade charclé à la fois du vampire, des démons, dans un comics qui est très violent, vraiment. Ça fait vraiment partie de la lignée des titres sortis récemment chez Marvel, comme le Punisher de Aaron, le Carnage de Ramvi, et même le nouveau Carnage aussi, d'ailleurs, est aussi pas mal niveau gore, ou même le Ghost Rider de Brisson. Donc vraiment, il y a des titres très, très sanglants. Et donc ce Blade-là, je trouve intéressant parce que c'est vrai que Blade, c'est pas forcément le personnage, et tu me contrediras si je dis une bêtise, mais qui a eu vraiment des séries régulières régulièrement. Non, bah oui, il a toujours un petit peu galéré à avoir un public suffisant pour supporter des séries ongoing, et ce malgré le fait que, comme tu le disais, au cinéma, il a été un des premiers personnages Marvel à avoir des adaptations successives de qualité, et de succès au box-office, hein, notamment le deuxième, Blade. Ouais, voilà, Blade 2. Nous, on est, toi comme moi, on est fan de Guillermo del Toro, donc voilà, ça nous parle bien. En plus, pour anecdote, un film que j'ai découvert beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune, parce qu'en fait, ma mère s'est trompée au vidéoclub, elle voulait prendre Men in Black 2, mais elle a pris Blade 2. Pas du tout la même d'un autre côté, dans les deux cas, on est dans de l'adaptation de comics, mais quand même pas du tout la même ambiance, hein. Ouais, non. Ouais, Blade 2 d'ailleurs qui fait des traits à la fin, qui se termine sur des hommages à Vampire Hunter D. Bloodlust, un des plus grands films d'animation jamais fait de Kawajiri, avec des caractère design de Yoshitaka Amano. Voilà pour les name drops, mais vraiment, si vous aimez les vampires, je me permets de glisser ce petit conseil-là, vraiment, chef-d'œuvre vampirique. Donc tout ça pour dire que le Blade de Brian Edward Hill est vraiment, moi j'ai trouvé très bien dans sa manière d'utiliser un personnage qu'on voit pas tout le temps. Et c'est évidemment servi par les dessins de Casagrande qui s'en donne à cœur joie et qui pour le coup a mis un peu dans son vin. Elle ne fait que une scène d'action monstrueuse sur une double page, et vraiment c'est une très bonne découverte. Et on peut parler maintenant de Blood Hunt, puisque c'est un peu le gros événement qui agite Marvel actuellement, En VO, ouais, puisque c'est une série dans lesquelles les vampires déglingue la Terre. Ouais, le point de départ de Blood Hunt, c'est en effet
la prise de pouvoir des vampires, mais la question se pose toujours avec les vampires, de quels vampires on parle? Est-ce que c'est Dracula? Est-ce que c'est d'autres factions? Et derrière ça, quel est leur but à la fin? On a régulièrement des incursions des vampires dans l'univers Marvel, c'est pas nouveau, hein. On a publié les omnibus donc du tombeau de Dracula notamment, qui montrent le côté vintage même qu'il peut avoir autour de ça. Avec les premières apparitions de Blade, d'ailleurs. Tout à fait, le personnage a été créé à ce moment-là. Et le fait est que c'est Jen McKay qui va être au scénario donc de Blood Hunt, et des vampires, il en a déjà utilisé dans son run de Moon Knight, donc je vous invite à aller jeter un œil à Moon Knight si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que 1, c'est vachement bien, et 2, ça prépare un petit peu aussi la mise en place pour Blood Hunt. Et donc Blood Hunt qui sera donc scénarisé par Jen McKay et mis en image par le MVP des MVP, le génialissime et talentueux, au-delà du réel, Pepe Larraz. Mais qu'on fait pas du tout des tonnes. Alors, je tiens à faire un mini aparté en disant que j'ai réussi à critiquer quelqu'un la semaine dernière en disant qu'il utilisait un peu trop de superlatifs. Je me suis rendu compte de l'hypocrisie totale dans laquelle j'étais en faisant ça. Mais voilà. Non, c'est vrai que Larraz ici, je trouve, fait un énorme travail de chara-design au niveau d'une espèce d'Avengers des vampires. Une équipe plutôt d'Avengers des vampires, avec des vampires qui ont des designs qu'on croirait tout droit sortis de Hellraiser. Ouais, ça c'est formidable. Bon, de toute façon, on en reparlera de Blood Hunt quand on se rapprochera de ça. On sait qu'on a toujours entre 7 et 10 mois de décalage dans la publication. Donc, Blood Hunt en VF, ce sera sans doute pour le tout début. Hiver 2025, ouais, je pense. Ouais, voilà, tout début d'année 2025. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on va avoir l'occasion de reparler de Pepe Larraz dans quelques instants, donc je n'ai pas perdu mon temps en lui tressant des couronnes de laurier. Comme chaque mois, 2 must-have sortent, et comme chaque mois, c'est souvent 2 très bons titres. Et donc là, pour le coup, on va aborder les 2 titres. Est-ce que tu veux d'abord parler du Jessica Jones ? Avec plaisir. Jessica Jones, c'est un des titres de la ligne Max, donc la ligne adulte de Marvel, adulte dans le sens où il y a en fait rien qui n'est pas abordable dedans. Et à la base, Brian Michael Bendis, il veut faire un titre sur Jessica Drew, donc le Spider-Woman, et en faire une enquêtrice. Voilà, il y a toujours eu un côté un peu enquête dans les histoires de Spider-Woman, donc ça avait du sens. Et en fait, en cours de développement du projet, il décide de changer son fusil d'épaule et de créer un tout nouveau personnage, du coup, Jessica Jones. Donc Jessica Jones, comme je dis, c'est un nouveau personnage qu'il co-crée avec Michael Gaydos au dessin. Gaydos qui a vraiment une patte, j'ai envie de dire, ultra indé, quelque chose de très noir, un peu sale, quoi, voilà. Et Jessica Jones, en fait, elle a des super pouvoirs, mais elle ne s'en sert pas. Elle a refusé la carrière de super-héroïne, liée à un traumatisme qu'on découvrira au fur et à mesure de la lecture. Mais en tout cas, avec Jessica Jones, là, ce récit, on découvre le personnage, on découvre son univers, on découvre ce côté enquête qui est toujours lié au monde super-héroïque, mais avec jamais le monde super-héroïque qui est au centre des aventures. On est vraiment plus dans le côté polar noir, avec le côté on enquête sous la pluie avec un appareil photo. Et Brian Michael Bendis, il y a à boire et à manger dans tout ce qu'il a produit, mais en termes de création de personnages, il a su créer un certain nombre de nouveaux persos qui se sont intégrés complètement à la fabrique de l'univers Marvel. Et Jessica Jones, voilà, créée en 2001, maintenant, plus de 20 ans après, c'est un personnage qu'on ne questionne plus du tout la pertinence ni l'existence. Elle est complètement intégrée à jamais dans l'univers Marvel, et c'est l'occasion de découvrir du coup ses débuts dans l'univers Marvel avec ce must-have. Ouais, et puis surtout, comme tu l'as dit, un personnage faillible aussi. Ouais. Ses grandes failles, et c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont Bendis a de créer des personnages avec des fragilités, et qui ça les rend d'autant plus touchants, et c'est vrai que Jessica Jones, on est à la fois attendri parce qu'elle a un côté un peu on va dire revêche avec les gens, Tout à fait. mais en même temps elle a de quoi, et c'est vrai que on a vraiment ce côté hard-boil qu'il a réussi à insuffler à ce moment-là dans beaucoup de séries, notamment la série Jessica Jones.
Et le mois dernier, on parlait d'une série Marvel Knights dessinée par Jelly. Et donc ce mois-ci, on reparle d'une série Marvel Knights dessinée par Jelly, à savoir Fantastic Four 1, 2, 3, 4, scénarisée par Grant Morrison. Grant Morrison, et je préfère faire le disclaimer tout de suite, qui entre-temps a fait un coming out non-binaire. Et du coup, si au cours de l'émission, on venait à dire il ou elle par erreur, ne nous en veuillez pas. Les termes non binaires alors il y a Français. des termes en français, le non binaire ça reste compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des termes épicènes qu'on peut utiliser, mais après au-delà de Yale, après ça commence à devenir parfois un peu compliqué, ou en tout cas on n'a pas toujours les réflexes. D'autant plus pour quelqu'un comme Grant Morrison qu'on a genré au masculin pendant plusieurs décennies. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de se reformater là-dessus, mais en ce mois des fiertés, on essaiera de parler d'Yel en non-binaire. En tout cas, c'est un titre qui est intéressant parce que justement, on va retrouver cette première famille de Marvel qu'on connaît surtout sous un jour très bienveillant, très positif dans le côté science-fiction, pop de l'époque. Ici, vraiment, est vu sous un angle beaucoup plus noir, beaucoup plus même glauque d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un angle qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir sur cette famille-là. Ouais, alors, d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être à la fois la qualité et un peu l'écueil du récit. Le curseur de Morrison est un peu loin pour moi. Alors, les Fantastic Four, c'est un peu comme Superman chez la distinguée concurrence. Je trouve toujours ça plus pertinent quand on est dans quelque chose de solaire. Là, il écorne vraiment beaucoup les personnages. C'est le côté un peu sale gosse de Morrison. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Du coup, moi, c'est vrai que c'est un titre que à la fois j'aime beaucoup parce que justement, il écorne et il est il y a un côté très très sale gosse là-dedans à aller titiller des personnages solaires et en les mettant dans quelque chose de beaucoup plus dépressif et sombre. Moi, il y a un petit côté là-dessus où je tique aussi à la lecture. Mais je pense que soit ça plaira beaucoup, soit en tout cas ça vaut le coup de découvrir parce que c'est une proposition qui est assez unique du coup. Bah, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut justement plaire, parce que c'est vrai que les Fantastic Four est plus forcément une série qui plaît autant qu'à une certaine époque. Et donc, si jamais vous êtes plutôt amateur ou amatrice de récits un peu plus genre dark and gritty, on va dire, Morrison étant en plus réputé comme un scénariste un peu cryptique, un peu trop, barré, je trouve que justement c'est peut-être le bon angle d'attaque et pour les Fantastic Four et pour Morrison de rentrer par ce récit-là, qui est peut-être un de ses plus faciles d'accès. Ouais, certes, il y a quand même un peu des lectures à trous, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le côté le plus labyrinthique de Morrison, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'assez premier degré dans la lecture. Je le dis de manière positive. Donc comme vous l'aurez compris, deux récits très joyeux pour aborder l'été. Là, on a, comme je disais, on Blade, Jessica Jones, Fantastic Four 1, 2, 3, 4, on est sur le côté solaire et lumineux, là, parfait pour le mois de juin, quoi. Voilà, sous la pluie. Ouais, voilà. Alors on va continuer avec deux titres qui sont quand même peut-être pas joyeux, mais au moins un petit peu plus enlevés, un petit peu plus super-héroïques quand même, avec deux titres mutants. Décidément, on en parle souvent, mais c'est vrai que en termes de coup de cœur, l'ère Krakoa recèle quand même de nombreuses pépites, t'as raison de le dire comme ça. Et donc là, on a deux phases très différentes. D'un côté, on va évoquer les X-Men de Duggan et, encore une fois, du demi-dieu Pepe Larraz. Et de l'autre côté, on va parler des Immortal X-Men de Kieron Gillen. Est-ce qu'on a déjà dit du bien de Kieron Gillen dans les émissions précédentes? Peut-être. Et de Lucas Werneck. Ouais, donc on commence peut-être par la Duggan. C'est peut-être la plus facile à raconter. Ouais, c'est la plus facile à raconter parce qu'en fait, suite à Ten of Swords, Cyclope et Jean Grey disent c'est bon, on a bien fondé Krakoa, tout ça, c'est bien beau et tout, mais le monde a besoin des X-Men en fait. Il y en a marre. On refonde l'équipe, même si vous le vouliez pas, Xavier Magneto et compagnie. On refonde l'équipe. Si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Et donc en fait,
c'est le renouveau de l'équipe X-Men. L'ère mutante de Krakoa, pendant un long moment, n'a pas d'équipe officielle X-Men, et c'est à ce moment-là qu'il y a une équipe qui se forme, après un vote au Gala des damnés, donc on le voit dans le Hellfire Gala, et on va retrouver Wolverine, Laura, on va retrouver Malicia, Cinch, Cyclope et Jean Grey, et Polaris également dans l'équipe, pour une équipe qui va avoir un côté vraiment super héroïque. Elle est là aussi pour, comme d'habitude, être un peu le porte-étendard des mutants à travers le monde. Elle est là pour sauver aussi les mutants, mais elle est avant tout là pour sauver le monde, l'univers et plus si affinité, dans des aventures plus grandes que tout. Et j'ai oublié Sunfire dans l'équipe, voilà, alors qu'il est trop cool également là-dedans. Et c'est vraiment un type de super-héros, j'ai envie de dire classique, mais qui envoie des idées à chaque page grâce à un Degan qui est en grande forme, et surtout, qu'est-ce que c'est beau, Pépé Larraz, c'est classe. Les scènes avec les extraterrestres, ou même le premier chapitre inaugural où il y a à la fois le design de l'arbre base au sein de Manhattan, plus après derrière un fucking combat de mecha. Ouais, Kaiju versus Mecha, avec un Mecha construit par les pouvoirs des X-Men. Non, mais le premier numéro, c'est de la folie, et puis après, ça enchaîne tout du long. Et c'est vrai que Pépé Larraz, du coup, aura été un peu en plus, un des maillons forts de l'ensemble de l'ère Krakoa, depuis House of X, en passant par Ten of Swords, le Fire Gala, cette série X-Men. Voilà, il a apporté une vraie continuité graphique dans une ère qui pourtant fourmille de séries. Et ouais, c'est vraiment joli. Et maintenant, on a parlé du côté public des X-Men, mais il y a aussi un côté beaucoup plus off. Le conseil secret, son nom l'indique, c'est sur Krakoa, du coup, la politique se fait autour des tables du conseil secret, où on retrouve des personnes, on va dire, tout à fait positives, on va dire, hein, comme Diablo, comme Xavier, comme Kate Pride. Mais à côté de ça, on va aussi retrouver des personnes peut-être un petit peu plus douteuses, comme Sinistre. Et donc, on se retrouve avec, en fait, un vrai need gap, et Immortal X-Men, c'est la réelle politique mélangée à des problématiques de danger qui menacent la fabrique de la réalité elle-même, tout ça avec saupoudré de pouvoirs de super-héros et de manipulation temporelle. Ouais, et puis je sais que je connais des gens qui sont un peu déboussolés par le changement de personnalité de Sinistre, qui est surtout connu comme étant une ombre un peu maléfique. Par exemple, dans X-Men 97, il est dépeint comme ça. Alors dans l'Immortal, c'est vrai il est en apparence plus un bouffon, mais un bouffon quand même très machiavélique. Ouais, en fait, il y a ce côté... c'est la caractérisation que Gillen avait apportée quand il avait repris Uncanny X-Men dans les années 2010, et qui depuis a été consolidée en fait aussi par Hickman quand il a écrit House of X, Powers of Ten. C'est un personnage qui s'est tellement réécrit, tellement cloné et surcloné, etc., qu'il est devenu une caricature de lui-même d'une certaine manière. Mais à la fois, Gillen n'oublie jamais que c'est en fait un noble anglais du 19e siècle, donc quelqu'un qui considère que tout lui est dû, que il est au sommet de la chaîne alimentaire humaine, et que du coup il est profondément raciste, expansionniste et colonisateur dans l'âme. Donc c'est vraiment un peu le pire de l'humanité dans une enveloppe corporelle, quoi. Et est-ce que tu veux dire que cela aura une importance plus tard pour la suite ? Peut-être. Ouais, non, c'est vrai que c'est une des pièces importantes, Sinistre, depuis le début de House of X, mais tout particulièrement là avec Immortal X-Men. Et ce tome 1 d'Immortal X-Men, je l'ai relu il y a pas si longtemps, c'est vraiment métronomique de qualité, c'est-à-dire que on prend le début et on commence à voir les pièces se mettre en place, et pourtant on ne le voit pas vraiment, et le moment où tout commence à s'aligner, on est là, ah mais tout était là depuis le début, tout était vraiment sous mes yeux, et à aucun moment je n'ai supposé que... Et ouais, non, un énorme coup de cœur pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries. La suite, Sin of Sinister, le 2e tome, ce que fait Gillen là actuellement en VO pour conclure l'ère Krakoa, tout ça est d'une brillance absolue, mais bon, j'ai l'impression de l'avoir déjà beaucoup trop dit, et j'ai pas envie de saouler nos auditeurs.
Bon, on le redira, hein, parce que de toute façon, bientôt sortira Sin of Sinister en Deluxe, et donc on aura l'occasion de vous vanter les mérites de moi, ce qui restera une de mes plus grosses claques, je pense, de la période Krakoa. Mais bon, je ne dévoile rien pour le moment. Et je crois que bientôt, de toute façon, dans quelques mois, voire semaines, on aura l'occasion de parler d'X-Men Red, qui est un peu le troisième magnum opus qui va vraiment Ouais, diriger cette ère-là éditoriale post-Hickman. Parce que justement, si vous avez arrêté les X-Men en vous disant «Ah, Hickman est parti, il n'y a plus rien à lire», au contraire, j'ai envie de dire, parce que là, vous avez un hydre à trois têtes. Donc, j'ajouterais peut-être un Spurrier d'une certaine manière aussi dans l'équilibre, parce que c'est vrai que là, ces trois, voire même quatre séries-là sont vraiment incontournables. complètement d'accord en plus avec. Après, ce qu'il y a de bien avec on en parle quand sur les réseaux justement on partage les guides de lecture, parce que c'est vrai que c'est une ère qui est foisonnante, donc parfois on peut s'y perdre un peu, etc. Donc on a fait des guides de lecture, et c'est vrai que on essaie bien de dire que oui, il y a les moments un petit peu les gros moments qu'il faut lire, comme House of X, comme Inferno, comme le Hellfire Gala, etc. Et entre ces grands moments-là, on peut un peu choisir ses lectures, si on a envie de lire plutôt X-Force, ou plutôt Wolverine, ou plutôt X-Factor, etc., etc. Bon, chacun peut faire son propre choix, mais c'est vrai que comme tu dis, ouais, l'espèce d'hydre à trois têtes, des titres de Duggan, des titres de Gillen et des titres de Ewing, en termes de qualité, ouais, ça envoie du bois. Et ensuite, on va vous parler rapidement de deux titres. Alors déjà, le premier titre, c'est en fait Astonishing X-Men, qui fait partie de la nouvelle vague de Marvel Poche qu'on va sortir au mois de juin. Astonishing X-Men, qui est un titre qui est signé par Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires. Ouais, Whedon qu'on ne voit donc plus trop suite à ce qui est sorti sur son attitude a priori sur les tournages de séries notamment, mais qui là sur Astonishing X-Men fait un travail vraiment sans faute. C'est pile dans la foulée du New X-Men de Morrison, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu le New X-Men de Morrison pour apprécier Asto X-Men. Le truc, c'est que, par contre, il y a un côté, autant New X-Men réinventait plein de choses, autant Astonishing va se focaliser sur le fait de proposer une histoire de super-héros, classique dans le très bon sens du terme, avec de l'aventure, des rebondissements, des héros qui font des trucs cool, et des scènes bigger than life, magnifiées par John Cassaday. Donc ça marche très très bien, et notamment c'est vraiment un très bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs. C'est pour ça que ça a complètement sa place dans notre collection Marvel Poche. Voilà, c'est vrai que si vous n'avez jamais lu de X-Men et que vous voulez tenter, par exemple parce que vous avez kiffé X-Men 97 sur Disney+, c'est une bonne manière de lire des X-Men pour la première fois. Ou alors, si vous avez aimé Avengers vs X-Men, qui était dans la première vague et qui se clôturera dans cette deuxième. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos premiers retours sur la collection. C'est très encourageant et on est très content en fait que vous appréciez aussi bien le format que les récits qui sont proposés, et ça fait toujours plaisir de voir des gens découvrir et se prendre une grosse claque avec Ultimate Spider-Man comme on a pu se la prendre à l'époque. Ou avec The Boys aussi. Ou avec The Boys aussi, effectivement. Voilà. Pas le même genre de claque d'ailleurs. Et autre mention rapide, puisque on vous parlait de nos coups de cœur de 2023 lors de notre première émission, de l'émission pilote, et donc parmi ceux-là, il y avait la Made in Korea, une série indépendante vraiment géniale qu'on avait beaucoup aimé avec Aurélien. Donc pour ce mois des fiertés, on a voulu le mettre en avant d'une autre manière en le proposant à 10 €. Donc surtout, si vous voulez découvrir un récit moderne prenant sur la dualité des identités, des genres, même, j'ai pas envie de dire la dualité, mais la pluralité, pour être beaucoup plus exact, des genres, des origines et autres, c'est vraiment un excellent récit que je vous invite vraiment à découvrir. Ouais, c'est vraiment de la très bonne SF avant tout, quoi. Vous aimez la SF? Bah, allez lire Made in Korea, allez-y, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et bah, ce que je vais vous dire de plus, c'est que je vais vous faire une reco, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, et que c'est le moment où on vous fait nos recommandations. Et pour le coup, je sors complètement de la sphère BD, et je vais aller justement dans la SF, et du roman de SF
français, oui monsieur, avec le premier tome de la trilogie baryonique de Pierre Rophas, donc qui s'appelle La tragédie de l'orque, et on est plutôt sur on n'est pas loin en tout cas de la hard SF, ça va parler d'intelligence artificielle, ça va parler de trous noirs, ça va parler de matière noire, ça va parler de plein de choses comme ça, et c'est à la fois très bien documenté et assez marrant à ce niveau-là, dès qu'on aime bien un peu le côté hard SF, à la fois complètement accessible et avec à chaque fois des petits twists bien trouvés, par exemple sur l'intelligence artificielle. Je vous dévoile un petit peu un truc, mais il y a en fait une limite maximale qui a été trouvée. En gros, l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à dépasser un certain niveau, et du coup, même si ce niveau est très élevé, il y a un côté comme ça où il y a un plafond, et ça donne un truc rigolo, c'est que plus les vaisseaux, donc qui vont aller chercher l'antimatière ou ce genre de choses, vont être loin de la Terre, plus les intelligences artificielles vont être limitées, notamment par le fait qu'elles n'ont plus accès en fait à des bases de données suffisantes pour nourrir leur processeur de base. Donc il y a plein de petites idées comme ça qui sont vraiment très chouettes, et j'ai terminé le premier roman là, la tragédie de l'orque, avec une seule envie, c'est d'enchaîner avec la suite. Donc à découvrir chez Pocket. Et quant à moi, je vais être beaucoup plus prosaïque parce que je vais parler de ballons, et notamment de ballons de basket, avec une double sortie, avec la sortie de The First Slam Dunk, qui est évidemment adapté par lui-même d'ailleurs, adapté du manga de Takehiko Inoue, donc immense star japonaise du dessin et du manga. Film qui montre qu'on peut être un excellent dessinateur et un excellent réalisateur aussi, puisque le film réussit le tour de force d'être à la fois peut-être la meilleure adaptation de Slam Dunk, un des plus grands films de sport jamais faits, et en même temps la conclusion parfaite pour ceux qui connaissent déjà le manga, et en même temps une introduction parfaite à ceux qui ne le connaissent pas. C'était mon cas jusqu'ici, parce que moi j'ai vraiment vu le film sur la réputation du manga sans vraiment connaître aucun élément de l'histoire. Ah ouais! Et ouais. Et du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'on suit un personnage qui est, si je dis pas de bêtises, un ailier ou un pivot, je sais plus. Donc on va suivre ce personnage-là qui est pas forcément très développé de ce que j'ai compris dans le manga, dans le dernier match du manga, avec beaucoup de flashbacks. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, j'ai découvert très tard que en fait Sakuragi c'est le héros du manga. Du coup je disais mais c'est qui ce zouave là avec les cheveux rouges là qui arrête pas de bouger, et en fait c'est le héros. Ah non, moi je connais Slam Dunk du coup j'ai toujours pas vu The First Slam Dunk, mais je connais Slam Dunk de la première publication en manga en France, et ouais c'est un des meilleurs mangas de sport qui existe. C'est vraiment claque sur claque, et c'est ce qui est rigolo en plus, c'est de voir à quel point ça commence en mélangeant un peu les genres. On a côté un peu furieux de délinquant en fait. Voilà, c'est ça, de Sakuragi, côté romance, etc. et tout ça. Et en fait, dès que le manga commence à avoir assez de succès, Inoue fonce dans le côté basket pour nous faire des matchs d'anthologie après des matchs d'anthologie, quoi. C'est vraiment incroyable. Ce qui est vraiment génial, c'est que justement le film réussit à rendre cette atmosphère-là impressionnante, et je crois que c'est vraiment... on voit que ça fonctionne parce que dans la salle, je pense qu'à chaque temps fort du match, il y avait la moitié de la salle qui était prête à se lever, à arracher son t-shirt. Littéralement. Et du coup, j'ai reconnu dans la salle, beaucoup de gens qui étaient avec moi la première séance ont fait comme moi et ont pris un ticket pour la deuxième. Donc on a enchaîné du coup 2 fois le film. J'ai une amie qui est allée jusqu'à 4 fois comme ça dans la même journée. C'est-à-dire l'effet galvanisant qu'a déjà Inoue dans son manga et dans son film. Et du coup, je voulais aussi parler d'un excellent complément qui est sorti chez Kana, qui est éditeur de Slam Dunk. Donc en plus du coup de m'acheter Slam Dunk, je me suis acheté The First Slam Dunk, l'artbook, qui est en fait une manière de prolonger l'expérience du film. Ça paraît très commercial dit comme ça, mais en fait c'est parce que dedans il y a un manga inédit qui va approfondir un autre personnage. On a aussi évidemment du storyboard, des making-of, une interview de Inoue, et c'est pas toujours le cas en fait qu'on ait autant de détails traduits en français pour des films d'animation. Pour être un gros amateur de layout et de storyboard, généralement ça dépasse pas les frontières du Japon, et là je suis très content qu'ils aient proposé ça. C'est vraiment très intéressant, et ça rend d'autant plus le travail incroyable, puisqu'on découvre que ça mélange avec l'animation, comme la rotoscopie, l'animation traditionnelle, donc c'est assez zinzin.
Et ben, sur ce, on a fini. Sur des choses qui sont quand même, du coup, un peu plus positives et légères que notre enchaînement Blade, Jessica Jones, Fantastic Four 1, 2, 3, 4, qui commençait cette émission estivale. On vous donne rendez-vous donc pour le mois de juillet pour, on l'espère, des titres un petit peu plus légers peut-être. Et sur ce, bonne lecture et bonnes vacances en tout cas, on espère pour vous. Salut.